Donc Marion, on attend encore un petit peu les dernières personnes qui arrivent et puis on va commencer dans quelques minutes. Bon, peut-être on peut commencer. Je te laisse commencer, Bruno. Oui, voilà. Merci. Ok, on commence. Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents aujourd'hui pour cette discussion sur le WP3, sur la gouvernance. Donc, je vais rappeler un petit peu où on se trouve. Donc, diapo suivante. Donc, au cas où vous seriez arrivé par hasard dans ce webinaire, nous allons parler du PEPR Forest. Donc, le PEPR Forest que vous connaissez, qui s'organise en particulier autour d'un appel à projet pour plus tard, et actuellement le montage de 5 projets ciblés, dont le projet RegéAdapt que nous allons présenter, enfin dont nous allons présenter un des work packages aujourd'hui. Suivante. Donc, ce projet RegéAdapt s'intéresse à une phase cruciale pour l'adaptation des forêts au changement climatique, qui est la phase de régénération ou de renouvellement forestier. Donc, nous nous intéressons en fait à cette phase qui succède des perturbations naturelles ou des récoltes et qui consiste donc à rétablir un couvert forestier. Donc au niveau de cette phase de régénération et de renouvellement, nous avons beaucoup de questions scientifiques qui se posent, des questions sur des processus écologiques, mais également des questions qui concernent des décisions de gestion et des défis de gouvernance. Car en effet, cette phase de régénération n'est pas seulement une phase où il se passe des choses du point de vue écologique, mais c'est également une fenêtre d'opportunité pour des décisions de gestion, et donc également avec des défis importants pour la gouvernance. Donc, pour ceux qui ont assisté au webinaire précédent, nous avions la même slide, mais là, pour le WP3, on a rajouté des petits bonhommes et des petites bonnes femmes. Alors, le design n'est pas très joli, mais c'était pour montrer que oui, il y a des humains qui prennent des décisions dans cette phase de régénération. Et ce WP3 est particulièrement intéressé par la dimension humaine de cette phase de régénération. Voilà, donc ces décisions, elles sont particulièrement importantes puisqu'elles vont déterminer les forêts du futur et leur adaptation au changement climatique. Donc, je passe la parole à Georges pour les diapos suivantes. Donc, donc je rappelle là un petit peu la structure du projet qui est organisée autour de trois work packages. Le premier work package qui est sur la compréhension des processus écologiques. Le deuxième work package qui est plus sur des questions de gestion de ce renouvellement. Et le troisième work package sur lequel on va discuter aujourd'hui, qui est plus sur des questions de gouvernance et aussi d'impact sur les NCP, biodiversité. Et donc là, on a aussi mis sur cette slide le nom de tous les co-animateurs qui nous aident à monter le projet, qui vont participer au webinaire et qu'on en profite pour remercier. J'en profite aussi pour excuser Laurent Bergès qui va participer à une des tâches du VP3 mais qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc, alors un petit rappel de qu'est-ce qui s'est passé avant, comment on en est arrivé là. Donc, quand on a commencé à prendre, après avoir commencé à écrire le premier draft de projet avec Bruno, on a organisé des webinaires de présentation pour présenter à la communauté le projet qu'on avait construit et demander des inputs de la communauté qui est sous forme d'expression d'intérêt avec une date limite qui était le 31 octobre là. Donc on a reçu 45 expressions d'intérêt qui sont structurées, vous le voyez là, entre les trois work packages avec globalement quand même un petit peu plus d'expressions d'intérêt sur le work package 1 et work package 2, mais bon, quand même finalement pas mal d'expressions d'intérêt aussi sur le work package 3, sachant que de toute façon nos réorganisations ont un petit peu euh, conduit à améliorer l'équilibre de tout ça aussi. Euh,
Donc voilà, ensuite on a fait la semaine dernière un travail d'organisation de ces expressions d'intérêt en essayant de les regrouper par thème cohérent. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'était avant tout de vous proposer, de vous présenter ce qu'on a reçu comme expression d'intérêt, comment on les a structurées, avoir votre retour sur cette structuration. Et en fait, c'est un peu le début de la co-construction. On va essayer de rentrer en contact ensuite euh, avec les porteurs d'expression d'intérêt. Donc, les co-animateurs vont prendre en charge un peu chacun une thématique et vont essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en musique toutes ces différentes expressions d'intérêt et les articuler. Voilà, donc bon, dans notre bilan sur les expressions d'intérêt qu'on avait reçues, ça nous a conduit à faire un petit peu des modifications sur le projet, bon, des modifications en particulier sur les tâches dans le VP1 et le VP2, mais aussi et surtout rajouter un work package transversal de Voilà. management pour euh, permettre de faire du lien entre les différentes tâches. Et, euh, et donc cela, je vais vous le présenter rapidement là. Donc ce work package de management, il est organisé en 4 tâches. Euh, alors, une première tâche qui est plus focalisée sur assurer la cohérence au niveau conceptuel et méthodologique. En particulier, par exemple, sur le VP1 et VP2, sur les méthodes de suivi, mais aussi sur les concepts. Si on a des disciplines différentes, la vision de ce qu'est le renouvellement peut être assez différente quand on vient de disciplines différentes, donc essayer de se mettre d'accord sur ces notions. Ensuite, une autre tâche qui est plus centrée sur des échanges entre les VP et d'harmonisation, en particulier sur les sites et les terrains communs. Et enfin, une dernière tâche qui est plus centrée sur les questions d'interdisciplinarité et de réflexivité, donc d'interaction avec les acteurs aussi, sachant que ça va être un enjeu clairement dans ce PC RG Adapt de développer des recherches interdisciplinaires depuis les sciences humaines jusqu'à la gestion ou l'écologie, et aussi avec les acteurs, donc bien sûr en lien avec le PC4 aussi. Et le dernier, qui est une tâche un peu classique, juste de coordination du projet. Donc je redonne la parole à Bruno pour la suite. Merci Georges. Donc oui, on va vous présenter maintenant donc avec Sandrine Alain et Arthur Perroton qui sont co-animateurs de ce WP. Nous allons vous présenter comment nous avons organisé les expressions d'intérêt reçues et pertinentes pour ce WP. Il est important de mentionner à ce stade que cette organisation n'est pas figée dans le marbre. Nous allons travailler maintenant à affiner ce qui est dans chaque tâche, en particulier en parlant avec les porteurs d'expression d'intérêt pour donc voir comment renforcer la cohérence de ce qui est actuellement considéré comme des tâches, donc des tâches qui sont un peu des juxtapositions d'expression d'intérêt. Maintenant, le travail, c'est de mettre ça ensemble. Également, de réfléchir aussi à l'opérationnalité de ces tâches, en particulier en termes de budget, puisque bientôt, donc lorsqu'on va faire ce travail de rediscussion, de définition des tâches assez précisément, on va avoir besoin de rentrer dans les questions de est-ce qu'il est possible de faire tout ça avec le budget disponible. Voilà, donc c'est cette étape qui va commencer bientôt après ce webinaire. Donc nous avons organisé les expressions d'intérêt reçues en 4 tâches. La première, en fait, avait été annoncée dans le Work Package 2 à l'origine, lorsque nous avions écrit le premier brouillon, le premier jet du projet. Donc, certains d'entre vous ont envoyé des expressions d'intérêt liées à cette première tâche, mais les ont envoyées sur le 2. Elles ont été réorientées sur le 3. Donc hier, c'est quelque chose qu'on a dit hier. On avait le webinaire sur le WPD, WP2. On a informé donc les participants et on leur a parlé de cette tâche. Mais elle est donc désormais dans le 3. Donc c'est une tâche sur les conséquences sociétales des choix de régénération, en particulier sur la biodiversité et les services écosystémiques.
Je vous rappelle que nous avons utilisé la terminologie de l'IPBES, donc nous parlons de NCP, de Nature's Contribution to People, plutôt que service écosystémique, mais bon, en fait, on- on navigue entre les deux concepts. Donc, biodiversité et NCP ou service écosystémique. Je voulais également dire là que par rapport à la tâche 2, pardon, par rapport à ce Work Package numéro 2, donc nous avons décidé de transférer ces activités ici. Une des raisons, c'est une raison d'équilibrage en termes de taille des WP. Et une autre raison, c'est qu'en fait, il est pertinent de parler de services écosystémiques ici, puisque ici, dans ce WP3, nous sortons de la forêt en quelque sorte et nous regardons un peu le contexte social, économique, politique. Donc, ces services écosystémiques, ce n'est pas quelque chose qui concerne que les forestiers, ça concerne la société dans l'ensemble. Donc, il est pertinent de mettre ces activités ici. Ensuite, nous avons une deuxième tâche sur les acteurs de la régénération et leurs interactions dans la gouvernance. Une troisième tâche sur les décisions des gestionnaires. Donc là, on fait le focus sur les gestionnaires forestiers, leurs changements de pratiques, les innovations. Et finalement, une quatrième tâche, qui est plutôt de l'ordre de l'action, pour la co-construction de solutions avec les acteurs. D'accord? Donc, la tâche 2 et la tâche 3 seront présentées par Sandrine Alain, la tâche 4 par Arthur Perroton, et je vais présenter la première. Donc, slide suivante. Donc, cette tâche a été également co-animée par Laurent Bergès, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, donc je vais présenter ce dont nous avons discuté. Donc ici, en fait, l'idée, c'est de s'intéresser à comment des choix de régénération influencent la biodiversité et les services écosystémiques ou NCP, et les choix de régénération forestière, donc comme les plantations, la régénération naturelle, l'agroforesterie, vont avoir des conséquences sur ces services écosystémiques et donc sur les acteurs qui en dépendent. Ça peut être par exemple sur les marchés, sur donc les acteurs de la filière bois, ça peut être sur des usagers de la forêt pour le tourisme, ça peut être des acteurs concernés par la régulation de l'eau ou la protection des bassins versants, etc. Alors, il y a une petite remarque à faire sur cette tâche, elle est un peu particulière en fait par rapport aux autres. Parce que les autres, en fait, dans notre projet, s'intéressent vraiment à la phase de régénération. Ici, si on veut travailler sur les services écosystémiques, il va falloir qu'on se projette au-delà de cette phase de régénération, puisqu'on ne peut pas observer les services, enfin, on observe certains services écosystémiques pendant la phase de régénération, mais ils vont se développer et prendre de l'importance plus tard. Donc, l'analyse, elle porte au-delà de la phase de régénération, d'où l'importance pour ces expressions d'intérêt d'avoir comme variable déterminante le choix de régénération. Donc, on va comparer, par exemple, régénération naturelle et plantation, et on va regarder ce que ça donne à moyen terme sur des trajectoires d'évolution des services écosystémiques. Alors, on a reçu un certain nombre d'expressions d'intérêt. Par exemple, la 24 avec Antonello Lobianco sur l'utilisation d'un modèle intégré du secteur forestier à l'échelle nationale, le modèle FFSM, qui analyse la cascade d'impact suite à des décisions ou non-décisions de régénération. Donc, impact sur la filière, mais également des impacts qui peuvent être à distance, par exemple, des changements de décision de régénération via les marchés du bois. Donc ici, les services écosystémiques, c'est la production de bois, mais c'est aussi le carbone qui est considéré, et il pourrait y en avoir d'autres services. Ensuite, la 25, c'est une expression d'intérêt qui est au niveau de l'Amérique latine, donc avec plusieurs terrains au Mexique, au Guatemala, au Costa Rica et au Brésil. Donc avec une proposition de comparer différents scénarios de restauration, puisque là, en fait, en zone tropicale, on parle quand même beaucoup, on utilise beaucoup cette terminologie de restauration forestière sur des terrains qui ont été déboisés ou dégradés. Et ici, il est proposé de faire une comparaison entre différentes formes de restauration, par exemple passive et active, et pour voir comment ces décisions ont des implications. Alors, les décisions peuvent être, par exemple, sur le type de restauration, mais aussi les espèces, la configuration spatiale,
et de voir comment ces décisions influencent les services, mais aussi les disservices, ce qui est assez original, puisqu'on parle assez peu de disservices dans la littérature. Donc disservices, ça peut par exemple être des zoonoses qui sont amenées par des plantations, ou des conflits avec la faune sauvage. Voilà. Ensuite, la 26, alors ici sur ma diapo, là, sur la diapo, vous voyez part, c'est parce qu'en fait, quand on a organisé les différentes expressions d'intérêt, il y en avait certaines qui étaient pertinentes pour différentes tâches, donc on a un petit peu découpé. Donc là, en fait, c'est une expression d'intérêt qui est sous les tropiques également, donc là en Côte d'Ivoire, avec un dispositif qui étudie de nombreuses parcelles permanentes, certaines avec un recul de 45 ans, ce qui est intéressant, et qui compare en fait l'évolution des socio-écosystèmes, en particulier des services écosystémiques ou NCP fournis par ces socio-écosystèmes forestiers, par exemple le stockage de carbone, la production de bois, la biodiversité, la fertilité des sols. Et donc ce qui est original, c'est aussi cette approche donc temporelle de trajectoire de NCP. Il y a une comparaison de forêts de production, forêts secondaires, plantations et systèmes agroforestiers. Ensuite, nous avons la 32 qui propose une approche historique ou même géohistorique pour reconstituer l'histoire des renouvellements forestiers depuis le 19e siècle dans différents massifs forestiers en France et qui, avec cette analyse géohistorique, propose aussi d'étudier l'impact à long terme donc de décisions de renouvellement sur le sol et la biodiversité. Donc, une approche qui combine l'histoire et l'écologie. La numéro 30, donc, qui apparaît ici comme entre notre tâche ici et la tâche 2-3 sur les mélanges. Bon, c'est une expression d'intérêt qui a été présentée hier lors du webinaire sur le WP2. Donc là, il est proposé de mettre en place des outils d'évaluation pour mesurer les impacts d'essence d'avenir en mélange ou en peuplement pur sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, et y compris, donc il y a une dimension NCP. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là. On va prendre un petit moment pour discuter. Si les porteurs d'expression d'intérêt veulent rajouter des choses, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, bienvenue également. Donc on prend quelques minutes là. Je vous laisse lever la main pour les questions. Donc j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de porteurs de ces expressions d'intérêt qui étaient là, donc n'hésitez pas, comme par exemple, ah oui, alors Amélie, d'accord. Alors Amélie, on parlera de ton expression d'intérêt un peu plus loin, mais vas-y. Ah bah, c'était ma question justement, Ouais. parce que j'ai vu qu'hier, elle était présente dans la tâche 3.1, et du coup, je me demandais. Oui, on est encore. Merci de ta question. On est encore dans cette phase où on déplace les éléments comme ça et d'un jour à l'autre, ça change. Alors, ne t'inquiète pas, ton expression d'intérêt est toujours là. Alors, l'expression d'intérêt d'Amélie, en fait, bah, je vais en parler un petit peu, hein, ou tu pourras le faire, en fait, hein. Vas-y, Non, tu enfin, veux? Vas-y. donc oui, enfin, c'est une expression d'intérêt qui se fonde sur un projet qui est déjà en cours, qui est mené dans la région Centre-Val de Loire, qui porte sur les plantations forestières et qui s'intéresse justement aux impacts en termes de biodiversité, mais aussi de services écosystémiques ou NCP. Donc en regardant le point de vue de la filière et également le regard que peut porter la société sur les plantations forestières. D'accord. Alors, je vais t'expliquer pourquoi elle est entre deux, entre cette tâche et une autre. Tu verras un peu plus loin. C'est qu'en fait, dans cette expression d'intérêt, vous proposez en fait de réfléchir en concertation avec les partenaires socio-économiques à des pistes d'amélioration pour les plantations futures. Donc, du coup, en fait, on voyait ça aussi dans le domaine de l'action, en fait, le travail un peu transdisciplinaire avec les acteurs. Donc, il faudra qu'on discute tous les deux enfin, tous les quatre avec les autres co-animateurs du Work Package, si tu verrais ça, un ancrage plutôt dans l'analyse des services écosystémiques ou dans l'action, c'est-à-dire la co-construction d'amélioration avec les acteurs. Donc ça, on en discutera. C'est un peu les deux, mais après, C'est un je peu pense les deux, qu'il oui. il est plus facile, je pense, enfin nous au niveau de l'organisation des expressions d'intérêt et plus tard pour la gestion du projet, d'éviter d'avoir, disons, des activités qui soient dispersées dans plusieurs tâches. Ça va être compliqué. Donc,
on va faire des choix de placer une expression d'intérêt dans une tâche. En même temps, on a ce WP0 dont on a parlé tout à l'heure, qui est celui un peu qui crée les synergies. Donc, si tu es dans une tâche, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à dire sur une autre tâche. Tu vois, il y aura ces espaces d'échange. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a actuellement. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile quand on a des expressions d'intérêt qui couvrent autant de sujets, qui sont également entre tâches. Donc, mais bon, on va continuer à discuter de ça. Donc, c'est la période qui s'ouvre maintenant de discussion avec vous. Ouais. Oui, je Voilà. confirme Ouais. qu'effectivement, on est dans la co-construction et avec l'implication des acteurs aussi de la filière. Et je suis tout à fait d'accord. Très bien. OK, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cette tâche? Alors, Antonello me dit que voilà, on a bien résumé l'expression d'intérêt. Et en fait, oui, Antonello, alors comme c'est un commentaire à tout le monde, je me permets de le lire là. Donc, il y a aussi un plan de participer dans le projet sur le multirisque, donc le PC2. Et en fait, parce que dans la phase de régénération, dans les décisions de cette phase de régénération, c'est important aussi de considérer les risques pendant toute la suite en fait, du cycle sylvicole finalement. Et donc, OK, il est d'accord pour déplacer cette tâche vers ici. OK, très bien. Arnaud? Oui, merci. Deux petites questions plutôt d'articulation. Alors, une remarque d'abord, effectivement, la notion de, tu disais, hein, sur cette question de NCP, de services écosystémiques, etc. Du coup, il n'y a pas l'idée d'évaluation ou de choses comme ça. C'est pas présent là dans les propositions que vous avez eues. Enfin, question. On ne voit pas cet angle de l'évaluation des services écosystémiques et je pense notamment à l'idée, il y a Catherine ici, mais d'une perspective d'analyse multicritère notamment, et donc d'être en capacité effectivement de pouvoir rentrer ça comme donnée d'input. Voilà. Deuxième remarque, est-ce qu'il y a l'idée de travailler, et puis là c'est pour l'ensemble quand on porte ces tâches, on a vu dans les work packages précédents qu'il y avait l'idée qu'il y ait des formes d'observatoire de la régénération, on va dire avec des spots sur lesquels soit suivi, etc. Donc est-ce qu'il y a l'idée d'une convergence des sites et des lieux d'études avec cette partie-là, on va dire, je dis évaluative au sens très large. Voilà. Mais pour voir les autres critères, est-ce que, et ça c'est pour nous tous qui pouvons contribuer à ces tâches-là, hein, comment est-ce qu'on peut, je dirais, avoir des terrains qui se convergent sur les mêmes configurations, les mêmes sites. Et troisième question, en rebond avec ce que tu disais avant, effectivement, on voit que, et c'est très complémentaire avec la question de l'intégration du risque, mais effectivement, la manière dont là, on a une autre catégorie de paramètres qui peut influencer la décision, on va dire. Et effectivement, se pose la question de à quel moment on va organiser cette synthèse un petit peu. Hier, enfin, avec Thomas Cordonnier, posait la question d'une approche type gestion adaptative, mettons, qui symboliserait l'idée qu'on intègre de multiples facteurs dans l'idée de prévoir des trajectoires résilientes, mais aussi, pour le coup, résilientes et qui intègrent ces considérations-là. Là, je pose la question très ouverte, et pour apporter des éléments, c'est pas forcément là. Ça peut être de se dire à un moment donné, ce niveau d'intégration mériterait un projet enfin, dans un appel à projet, que ça soit traité je dirais comme quelque chose de vraiment transversal. On a évoqué l'idée que peut-être des choses pourraient être couplées entre deux PC ou de voir comment on pourrait envisager des choses un petit peu à cheval, voilà, en concevant que c'est pas du tout simple. Hein. Tout est intégré dans tout, en fait. Et donc, mais pour le coup, je trouve que là, on identifie quelque chose, une composante qui est bien complémentaire de l'intégration du risque, en fait. Donc, voilà, pour moi, j'y vois plus à ce stade-là des briques de complémentarité. Après, la question est comment on transcende ça, effectivement, en réussissant à intégrer tout. Mais bon, chaque chose en son temps. Et voilà, déjà, c'est déjà bien qu'on ait, je trouve, cette brique-là, elle est très importante. Merci. Eh bien, merci. Donc, je vais répondre à tes questions. Je vais commencer par la deuxième, en fait. Ta deuxième question, c'était sur la question donc,
observer des services écosystémiques dans différentes formes de régénération, faire un suivi, et tu as parlé de convergence des sites. Alors à ce stade, c'est vrai que les expressions d'intérêt, elles portent sur des sites différents, des approches différentes, aussi des listes de services écosystémiques qui sont différentes, voire même une conceptualisation des services écosystémiques ou des NCP qui sont différentes. Donc, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est d'arriver à une sorte, pas forcément une harmonisation, mais au moins de faire se rapprocher différents travaux de recherche sur ce sujet. Donc, pas aller vers une convergence, mais voilà, essayer d'harmoniser un peu plus. Sur les deux autres questions, je vais les aborder ensemble. Donc, la première, c'était sur la question des évaluations de services et du multicritère. Et la troisième, finalement, c'est sur l'intégration de cette information dans la prise de décision. Alors ici, en fait, on va travailler sur l'évaluation des services écosystémiques ou des NCP. On aura des informations sur quel type de régénération ou quelle décision de régénération mène à quelle trajectoire de NCP. Mais on n'aborde pas ici la question de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Comment on prend des décisions en prenant ces éléments en compte. Ça peut être du multicritère, ça peut être des approches sur du multi-acteur aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder dans les autres tâches. Par exemple, dans la 3.2, nous allons voir qu'on parle de valeur et d'attente des acteurs. Ça peut être en termes de NCP. Dans 3.3, on parle du processus de décision de gestionnaire qui aussi peut intégrer ces NCP. Et dans le 3.4, on va parler de coproduction de solutions. Et là aussi, il y a on voit par exemple que la proposition de Amélie sur la position qu'on ne voit pas ici, mais la 37 qu'on verra tout à l'heure, elle aborde à la fois l'évaluation des NCP et la discussion avec les acteurs pour trouver des solutions pour améliorer les NCP. Et on a également la 25 qui apparaît ici, qui est à la fois une partie analyse des NCP, une partie plus travail sur ce qu'on fait avec, comment les populations locales réagissent par rapport à ça. Voilà, donc merci pour cette question. Alors, dans l'ordre, je crois que j'avais vu Arthur lever la main d'abord, mais là, je la vois maintenant en troisième position. Je sais pas. Bon, Que je l'ai Arthur, baissé, puis je l'ai relevé après, et entre-temps, ok, tu as voilà. perdu ta place. Voilà. Bon, vas-y. Non, mais c'était pour. Enfin, je trouve que une partie des questions là que Arnaud aborde et auxquelles tu as répondu, enfin, pour moi, ça montre bien la centralité de ce Work Package 0 là. En fait, il va y avoir un gros travail d'animation conceptuelle aussi, et aller vers une convergence, non. Mais par contre, il faut qu'on arrive dans ce Work Package 0 qui, pour l'instant, il repose juste sur notre sensation qu'il faut faire qu'il y a quelque chose à faire. Donc, Je sais pas si c'est moi, mais je t'entends très mal, Arthur. Je crois que tu as un problème avec ton micro, il grésille vraiment très fort. Ouais. Bon, essaye de trouver une solution et pendant ce temps, je passe la parole. Donc, il y avait Georges qui avait levé la main, après Sandrine. Donc oui, moi très rapidement, je voulais juste souligner que dans des idées aussi qu'avait Laurent sur la tâche 3, il y avait aussi l'idée de regarder des impacts sur la biodiversité un peu court terme des choix de régénération, justement sur la base d'observations, d'expérimentations qui se fait dans le Work Package 2. Donc je pense qu'en effet, il y a ces liens à construire, et puis aussi que dans une des expressions d'intérêt que portait Catherine, elle avait explicitement mentionné, mais elle a levé la main, donc elle peut le dira mieux que moi, mais elle avait explicitement mentionné ces notions de multicritères, d'utilisation multicritères. Voilà. Donc, je crois que Catherine doit partir bientôt. Ça ne dérange pas, Sandrine, si on passe la main à Catherine? Alors, vas-y, Catherine. Oui, c'était par rapport à l'évaluation multicritère, justement. Tu dis aller dans la dernière tâche qui est axée sur les valeurs que les gens portent aux différentes NCP. Donc, effectivement, il y a la question des attentes et de la valeur que les gens mettent aux différents critères qu'on peut mettre dedans. Et après, il y a la mesure du critère lui-même ou de l'indicateur, alors qui est peut-être plutôt dans la tâche 1. Et puis l'analyse des critères, elle croise les deux. Donc, elle est vraiment au croisement des deux tâches, sachant après qu'il faut des dispositifs pour l'alimenter. Donc là, c'est plutôt le WP2.
Donc, du coup, je pense qu'elle est un peu à cheval là-dessus. Et est-ce que ce positionnement à cheval sur deux WP et deux tâches, ça convient, ou est-ce qu'il faut lui donner une place particulière, quoi. Alors, je pense que ça rejoint peut-être en partie ce que voulait dire Sandrine, hein, parce qu'elle avait des propositions sur l'analyse multicritère. Merci, oui. Bah, du coup, je passe la parole à Sandrine. Euh, oui, alors moi, enfin, c'était juste ce que m'évoquaient ces discussions, c'était, comme l'a dit Arthur, c'est qu'il y a un VP0 et il y a un élément en fait qui pour l'instant est un petit peu absent de notre structure, mais qu'on a essayé de faire remonter là un peu dans ce VP0, c'est qu'on a un suivi enfin, qui est globalement prévu sur les dimensions écologiques, sylvicoles, etc. Bon, voilà, avec des organisations soit en mode de plateforme ou suivi, etc. Et on se disait que ça vaudrait le coup d'avoir un peu la même chose, de renseigner la même chose sur le plan des acteurs, des décisions, etc. Alors que ce soit en matière de suivi, si on se dit qu'on se met dans une démarche quand même de création de réseau ou d'échange à long terme, dans une démarche comparative aussi, et là typiquement si on a envie d'aller faire des évaluations multicritères, qu'elles soient à visée prospective, mais aussi à visée purement comparative. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui, à mon avis, méritent d'être recensées, monitorées d'une certaine façon dans l'ensemble des sites qu'on va regarder et pas purement sur la partie écologique. Très bien, oui. Donc oui, ce WP0, il faut rajouter le fait qu'il y a des discussions, par exemple, sur les aspects décision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information, toute cette connaissance qui existe et qui est un peu morcelée et qu'on va générer aussi dans différentes tâches. Donc, comment on met ça ensemble pour réfléchir à la décision, finalement. Ok, donc Arthur, tu veux reprendre la parole, Arthur? Ton micro grésille Je ne moins? sais, je ne sais pas si maintenant vous m'entendez ou Bah oui, pas. c'est bien maintenant, c'est clair. J'ai Ouais. changé de micro. Non, mais en gros, j'essayais juste de dire, mais je l'ai mis en message de le Work Package 0. Je pense qu'il va être vraiment vachement intéressant. Et par contre, la chose à intégrer là, c'est que ça veut dire que ça va tous nous demander un petit peu plus de travail, pas qu'en animation, mais pour fournir des données utilisables par les uns, par les autres. Donc, je pense qu'il est assez nécessaire qu'on se prévoit, alors on n'est pas obligé d'impliquer tout le monde, mais une petite réunion bientôt pour le cadrer, en fait, de dire est-ce qu'il faut quelle forme il faut que ça prenne, est-ce qu'on doit faire une petite plateforme d'échange, quel type de données est-ce qu'on met en place un mécanisme de récolte d'informations à mettre en débat, il faut vraiment qu'on le cadre bien pour vraiment réussir à en faire ce qu'on veut en faire de ce Work Package 0. Très bien. Et ça va rajouter un peu de boulot à tout le monde. C'est cool. Merci. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, je ne vois pas de main levée. Donc on va passer à la tâche 3.2 avec Sandrine. Oui. Donc là, cette tâche 3.2, elle est focalisée sur la dimension acteur de la régénération. Et en fait, elle a le mérite d'avoir une forme d'unité en termes d'approche. On est quand même sur des approches en bonne partie qui ont une dimension institutionnaliste plus ou moins présente. Alors, soit des approches, donc des acteurs par les représentations, soit au travers des coordinations d'acteurs, soit au travers de la régulation. Et donc, il y a différents objectifs qui traversent cette tâche. Donc, d'une part, voilà, ce qui relève des acteurs et de leur configuration, donc dans différentes situations de régénération. Donc là, c'est un peu réussir à explorer aussi qui sont ces acteurs de la régénération. Voilà, les pépiniéristes, semenciers, gestionnaires, essayer de comprendre alors on a un peu créé voilà, ce gradient là de régénération naturelle, plantation, migration assistée, mais ça fait pas appel du tout au même type d'acteurs. Donc c'est intéressant quand même d'aller y voir d'un peu plus près. Il y a la dimension justement qui est connectée sur quelle représentation, débats sociopolitiques autour du renouvellement et donc au travers de ces différentes catégories. Et puis derrière, un ensemble plutôt en termes de une analyse plus politique ou d'économie politique, de soutien au renouvellement. Donc ce qu'on a regroupé là,
Alors, ce qu'on a dû faire, enfin, ce qu'on propose de faire, tout du moins, c'est il y avait cette expression d'intérêt qui était portée par Manuelle Boissière, mais qui regroupait elle-même plusieurs idées. Et en fait, voilà, on s'est dit, bah, il y en a qui ont une portée plutôt analytique, il y en a qui ont une portée plutôt d'accompagnement. Alors, on a un peu scindé en deux. Faudra voir. En plus, il n'y a que sur certains projets, vraiment que des petites bribes. Donc, voilà, on a fait ça enfin, de façon, voilà, peut-être un peu schématique. Et donc, l'idée, ça serait de regrouper là à la fois la contribution de Nelly Paresse, qui s'appelle Débats sociaux, politiques et éthiques actuels autour de la question du renouvellement des forêts. Et donc, Nelly pourra compléter, hein, mais c'est l'idée de proposer une analyse de ces débats, en fait, selon deux axes, hein. Un axe vraiment sur représentation du naturel et de l'artificiel, et puis un axe plutôt sur les systèmes de valeurs, et avec, pareil, des sites à identifier pour faire ce travail-là. Il y a donc l'expression d'intérêt 40, ce qui s'appelait Co-Producing Forest Restoration. Là, en gros, ce que j'ai identifié comme partie qui serait vraiment sur l'analyse des acteurs et des dispositifs de restauration, ça serait a priori, hein, celle de Manuelle Boissière, qui vise à comprendre la négociation des rôles et des droits des communautés dans la restauration forestière, celle de Chloé Tankam, qui est plutôt positionnée en économie institutionnelle ou en justice environnementale, donc qui regarde les arrangements institutionnels, les instruments qui organisent la dynamique de régénération, et celle de Hélène Dessart et Marion Chêne sur les liens encore entre arrangements institutionnels et en particulier les règles et la justice environnementale dans la restauration. Je fais vite et peut-être que je retraduis dans mes mots. Donc vraiment, c'est ces trois-là que je voyais en priorité dans ce paquet-là. Et la 41, donc c'est pareil. Alors, on avait des expressions d'intérêt qui étaient en plusieurs morceaux. La 41, c'est donc qui s'appelle les politiques de soutien à l'investissement forestier, donc qui propose une perspective plutôt de sciences politiques ou d'économie politique, et qui s'intéresse là au dispositif de soutien à l'investissement forestier et à la valorisation de services écosystémiques, qu'ils soient publics ou privés, et puis à regarder un peu leurs modalités de déploiement et regarder comment ils se mettent en cohérence. Donc voilà un petit peu l'idée. Ah oui, pardon, et j'ai pas dit, voilà, cette question des analyses de configuration d'acteurs pour différentes situations de régénération. C'est moi qui avais posé cette expression d'intérêt, mais dans l'idée, en fait, que, voilà, dans l'idée qu'il y avait une forme de prérequis qui nous manquait un peu, qui était comprendre qui sont les acteurs qui tournent autour de cette régénération. Et voilà, l'intérêt, là, je trouve, de ce mélange-là, c'est que ça permet d'étudier un certain nombre de questions dans un périmètre français, mais aussi avec toutes les productions, là, acteurs et institutions de l'EI40, de sortir de ce cadre-là et d'avoir aussi des éclairages dans les Suds. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des retours et puis des apports à faire. Merci Sandrine. Allez-y, si vous avez des commentaires, les porteurs d'expression d'intérêt ou les non-porteurs, allez-y. On prend quelques minutes pour discuter cette tâche. Des compléments. Vous êtes d'accord avec cette... Manuelle Boissière. Ok, juste un complément, donc dans le numéro 40 là, qui m'intéresse, je pense qu'il y a qui sont les acteurs, c'est vraiment la base, mais quels pourraient être les acteurs en fait. C'est quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire pas se limiter à l'existant, mais donc moi ce qui m'intéresse c'est par rapport aux communautés locales.
est-ce qu'elles sont actrices de ces programmes de restauration? Quels sont leurs rôles? Quel est l'intérêt pour elles de participer? Donc, c'est tous ces aspects-là de se projeter dans quelque chose qui peut être amélioré, quoi. Donc, d'où les idées de justice sociale, etc. C'est pour ça que tous ces éléments étaient ensemble au niveau des zones géographiques. Pour le moment, on est plutôt sur les zones tropicales, mais ça peut très bien aussi inclure les zones tempérées entre les 3 continents. Donc, dans les premières idées qu'on a où on a nos terrains, quoi. Voilà. Bien, merci. Sandrine, tu veux compléter? Non, enfin, il n'y a peut-être pas besoin de compléter sur ça. Je pense qu'il n'y a pas forcément à compléter. Et sinon, Manuel, est-ce que tu es quand même... j'ai bien compris cette idée aussi d'essayer de voir qui sont les parties prenantes et qui sont les exclus. C'est aussi de regarder un peu cette dichotomie. Est-ce qu'on est d'accord quand même que c'est de l'observation de dispositifs ou d'initiatives existantes et que c'est pas des propositions de type recherche-intervention pour les 3 que j'ai identifié le plus facilement, qui sont donc la tienne, celle de Chloé Tancalm, celle de Hélène Dessart et de Marion Chêne. En ce qui me concerne, c'est plutôt de l'existant, mais pour les autres, donc je ne vais pas parler pour eux. Chloé est là, elle pourra dire elle-même s'il y a intervention ou pas. Très bien, donc maintenant on a Arnaud et ensuite Chloé. Laisse Chloé, peut-être, c'est peut-être dans le Oui, prolongement. d'accord, Chloé, oui. Oui, en fait, je le voyais plutôt dans cette partie-là, comme effectivement une approche plutôt recherche. Ceci dit, nous, dans la proposition qu'on a fait en Côte d'Ivoire, on a une idée d'accompagnement. Mais voilà, il y avait 2 propositions du coup. Moi, celle-là, elle était plutôt dans l'observation en fait du processus et la qualification de ce qui se joue dans le processus, en identifiant un peu ce qui peut, avec le background de la justice environnementale. Donc voilà, pour cette partie-là, c'était assez clairement identifié autour de l'analyse une idée de justice procédurale, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Et effectivement, comme sur la partie Côte d'Ivoire, il y a aussi une idée d'accompagnement. Je le dis, il ne faut pas forcément cloisonner les 2, mais je ne l'avais pas pensé spontanément en lien avec la Côte d'Ivoire, quoi. Mais enfin, après, ça dépend comment les terrains qu'on amène vont à un moment donné nourrir aussi les questions qui sont dans le VP0. Enfin, ça, ce n'est pas encore tout à fait clair pour moi, mais il n'y a pas forcément à cloisonner plus que ça. Voilà pour ma réponse. Très bien, merci Chloé. Arnaud? Oui, une remarque de détail. Sur le titre, tu as parlé effectivement d'une forme de dénominateur commun autour des approches institutionnelles. Je pense que ce serait de le mettre dans le titre, en fait. Moi, ça me plaît bien qu'effectivement, on identifie ces approches institutionnelles comme étant une caractéristique de cette tâche aussi. Enfin, voilà, on est dans des... Enfin, c'était ton introduction. Je pense que ta remarque est juste et que ça apporte effectivement une certaine forme de cohérence et ça peut être un objet de dialogue interdisciplinaire que je trouve intéressant et d'identité scientifique par rapport à cette tâche. Et je le trouve pertinent. Voilà, faut pas oublier qu'on reste. Alors, quand on cause aux porteurs d'enjeux, ça marche peut-être pas, mais bon, c'est avant tout aussi des projets de recherche et donc c'est aussi des outils pour nous de travail scientifique en commun. Et voilà, si effectivement tu considères qu'autour de la question des institutions, il y a quelque chose de commun, je trouve ça bien de l'assumer, de le mettre. Voilà. C'est pas forcément un gros mot. Enfin, après, pour parler aux acteurs, c'est plus compliqué, mais c'est pas grave. On aura plusieurs versions, on est spécialistes. Enfin, Georges et Bruno sont bons pour ça. Juste, alors, dans le prolongement, vos échanges-là me font écho à l'idée d'une approche comparée. Je pense aussi que de la même manière, en termes d'approche scientifique, d'assumer le déploiement, enfin la mise en œuvre d'une approche comparée, alors pas systématique,
systématique, hein, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant de le poser un petit peu comme ça. C'est aussi une manière pour moi d'explorer les possibles. C'est-à-dire que j'aime bien effectivement le questionnement de dire on peut observer l'existant, mais ce qui est intéressant pour nous et dans notre rôle, hein, c'est aussi d'explorer ce qui se fait pas, ou et pourquoi ça se fait pas, ou dans quelles conditions ça pourrait se faire. Et l'approche comparée est quelquefois une bonne manière de révéler ça. Et c'est aussi une approche scientifique qui peut être quand même assez intéressante à mettre en avant. Et je trouve que les sciences sociales gagnent beaucoup à faire des approches comparées. Donc évidemment, entre nous, hein, de voir comment est-ce qu'il serait possible d'avoir des choses comparées. On a, comme tu l'as dit, l'intérêt d'avoir des terrains nord-sud. Même si, je pense que l'approche comparée nord-sud a des potentiels, des choses très intéressantes, mais elle peut être aussi un petit peu piégeuse sous certains aspects. Et je pense qu'il faudrait peut-être aussi se poser la question, et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, je serai le premier concerné, puisque pour le coup, je suis un petit peu dedans, mais aussi, par exemple, en Europe, hein, d'aller voir ce qui se fait dans les autres pays et d'envisager et de dire à nos collègues qui portent des actions de recherche que ça peut être, il ne faut pas hésiter à le faire, sachant que par ailleurs, on peut bénéficier de soutien aussi, je dirais, à l'échelle de l'ensemble du PEPR pour des mobilités à l'étranger, etc. Et donc, il peut y avoir des moyens supplémentaires pour faire ces terrains à l'étranger et comparer d'autres terrains. Si on veut faire de la plantation, d'aller voir ce qui se fait en Suède, en Finlande, ça peut être intéressant. Ce qui se fait en Allemagne, ce qui se fait dans d'autres pays. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à ouvrir cette voie-là. Voilà, si les collègues ne l'ont pas fait spontanément, et moi y compris, hein, le premier, mais en vous entendant, je pense que assumer une approche comparée peut être intéressante. Très bien, merci. Je te repasse la parole, Sandrine. Ouais, non, mais merci pour ces propositions. De toute façon, je pense qu'en particulier, quand on a des espaces un peu de convergence et de cohérence, ça peut être bien de rediscuter un peu les contours de ce qu'on fait au sein de ces tâches. Et juste sur la dimension institutionnaliste, je l'ai dit et en même temps, je ne l'ai pas mis. Parce que alors, sur 3 sur 4, pour moi, c'était assez clair. Ça transparaît. Et il y avait l'approche que propose Nelly, qui se situe quand même en sociologie environnementale. Je ne savais pas si c'était un dénominateur autour duquel elle se retrouvait. Peut-être que Nelly, tu veux apporter quelques éléments sur ta proposition. Je vois que tu es présente. Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, l'idée de la proposition que j'avais faite, alors elle était encore en construction parce que j'avais encore des personnes à contacter pour préciser un peu le sujet. Donc voilà. Et bon, l'idée c'était de s'intéresser à un peu l'ensemble des acteurs en fait concernés par ces questions de gestion et de renouvellement des forêts, donc sous toutes leurs formes, et d'essayer de comprendre un peu les débats qu'il pouvait y avoir autour de ces différentes pratiques ou dynamiques forestières, et en particulier par rapport, tu l'as dit Sandrine, sur ces aspects de représentation de l'artificiel et du naturel, donc en lien notamment avec les projets que je mène actuellement sur la migration assistée des espèces et sur l'introduction d'espèces exotiques en forêt. Donc ça permettait aussi de continuer tout ça. Donc l'idée c'était d'avoir des sites un peu un peu contrastés, donc de choisir des sites forestiers dans différentes régions, donc à la fois forêt méditerranéenne, éventuellement forêt landaise, forêt du centre de la France. Donc effectivement, j'avais pas pensé à éventuellement avoir des sites à l'échelle européenne, mais effectivement, c'est à mon avis intéressant d'avoir cette approche comparative. Donc ça, c'est ce qu'on voulait faire. Et là, j'ai proposé à Meredith Rubenstein, qui est ethnologue biologiste, qui travaille aussi sur des questions donc liées au rapport à la nature et qui travaille qui notamment travaille sur des sites forestiers en Afrique du Sud et qui a donné son accord de principe pour rejoindre le projet. Donc, on va discuter la semaine prochaine comment on peut articuler un peu nos deux approches. Voilà. Donc, c'était pour donner un peu un retour sur la proposition que j'avais faite. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, je pense que ça complète. Voilà, c'est vrai que j'ai donné des choses en pointillé. Et
Je pense que vraiment cette approche sur les rapports sociaux à la nature, ça s'intègre quand même relativement bien dans l'ensemble de cette tâche, quoi. Donc, voilà, parfait. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, questions sur cette tâche? Du coup, on peut peut-être passer à la suivante, la 3.3. C'est encore moi qui vais parler. Donc là, dans cette tâche-là, bon, ça c'est... Alors voilà, c'est en particulier pour Amélie, on a rediscuté par mail vite fait ce matin et on s'est aperçu en particulier qu'il y avait quand même 2-3 expressions d'intérêt qui avaient une dimension un peu appui à la décision. Voilà, outillage de la décision. Voilà. Et donc, on s'est dit, ça serait quand même pas mal de les mettre ensemble. Donc, d'où c'est passage de l'un à l'autre et c'est pas complètement simple. Donc là, voilà, cette tâche-là, elle a un côté décision de régénération, changement de pratique et innovation. Donc c'est celle qui était positionnée un peu sur l'acteur gestionnaire. Donc ça va être ce qui relève d'analyse de comportement des décideurs forestiers sur le renouvellement, leur capacité au changement, la conception, donc j'en ai parlé, d'outils d'aide à la décision, mais ce que je trouvais intéressant dans la plupart des approches qui ont été mises en avant, c'est le côté complexe de cette décision. Voilà, on est sur des situations contrastées avec des acteurs, des attentes distinctes. Il y a aussi la proposition de Marion Jourdan et consorts qui met vraiment en avant la dimension temporelle, en fait, avec des successions de chaînes décisionnelles et qui ouvrent ou referment des possibles, etc. Et la partie plutôt innovation, donc comment se construisent, émergent, se diffusent ou se retrouvent contraintes de nouvelles pratiques de gestion. Donc, on se retrouve ici avec, a priori, donc les expressions d'intérêt d'Amélie Robert, Yann Dumas et Aurélien Salé, donc sur les pistes d'amélioration des plantations forestières futures. Donc moi j'ai compris que c'était une forme de retour d'expérience et d'extension quelque part de résultats que vous avez pu mettre en place dans le cadre de projets préexistants, voilà, avec l'idée de mettre en place des dispositifs de suivi, des outils d'aide à la décision sur les choix de plantation. Ensuite, il y avait l'expression d'intérêt de Jens Advilde sur qui est donc une approche plutôt en modélisation économique ou en analyse économétrique. Donc l'idée, en fait, c'est de faire un travail de collecte, de compilation et d'analyse statistique de données qui vont être relatives aux décisions de régénération. Avec l'idée que dans les modèles du secteur forestier, le décideur est vu comme une entité un peu simple là, dans ces décisions de régénération qui va un décideur maximisateur. Et là, c'est l'idée d'avoir quand même une pluralité de modèles de décision et donc de créer pour ça une typologie de décideurs. La proposition donc, de Marion Jourdan et collègues, donc, c'est un ensemble de compétences qui sont mises ensemble. Donc, ça va être de la modélisation socio-écologique, pour dire ça au sens large, qui s'appelle Proposition d'un cadre d'adaptation de la gouvernance pour la pratique de renouvellement d'un peuplement en contexte de grands défis. Alors, ce qui est mis en avant, c'est pareil, c'est un travail de co-construction d'outils, co-construction avec des acteurs d'un outil de planification, de séquences décisionnelles pour assister à la régénération de la forêt, alors là, à échelle française, pour assurer sa viabilité en climat changeant. Alors, c'est une proposition avec plusieurs modules. Donc ça, c'est un peu les 3 que j'ai regroupés, que j'ai considérés comme étant dans la conception d'outils d'aide à la décision.
Et puis, des, des propositions donc, qui étaient dans l'expression d'intérêt 41, qui vont porter sur des innovations au sein des systèmes sociotechniques, avec une approche un peu en termes de transition. Donc, il y a l'expression d'intérêt qui s'appelait innovation sylvicole au sein du régime sociotechnique de la plantation. Donc là, qui essaie de mettre le zoom sur les opérateurs et les gestionnaires forestiers, pas seulement sur les propriétaires, essayant de comprendre leur capacité à orienter du changement au sein d'un système qui est déjà contraint au plan technique, matériel, écologique, etc. Et puis, celle qu'on a appelée la 41B, hein, donc, qui s'appelle la portée transformative des modèles alternatifs. Alors là, j'avoue que c'est celle que j'ai eu le plus de mal à comprendre parmi celles de la 41. J'ai compris il s'agissait d'analyser des expérimentations et initiatives alternatives, et je me suis demandé alternatives en matière de plantation ou en matière de régénération. Enfin, j'étais pas sûre tout à fait du cadrage et de leur capacité donc à infléchir des pratiques, des échelles et des référentiels de gestion forestière. Voilà un petit peu ce qui serait le cœur de cette tâche 3.3, enfin comment on l'a en tout cas remodelée ou mise ensemble. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter, ajouter. Du coup, Arnaud, il va pouvoir compléter pour la 41B. Je vais lui laisser choisir de lever Oui, la main s'il veut. je peux compléter. Donc, c'est pas moi, c'est mes collègues, mais je vois de quoi il en retourne. L'idée, effectivement, est davantage d'explorer les modèles alternatifs de gestion. Et du coup, aussi, de voir comment émerge. Enfin, bon, sur le modèle des transition studies, il y a l'idée des modèles de niche, hein, c'est-à-dire que les transitions avec l'idée qu'émergent dans des niches des alternatives au régime dominant. Donc en gros, voilà, pour faire de façon un peu schématique, on va dire que dans les deux propositions, il y a l'idée de comprendre le régime sociotechnique dominant et l'alternative d'explorer les niches et les conditions à la fois dont dans ces niches se développent de nouvelles pratiques. Qu'est-ce qu'elles ont effectivement, comme tu dis, hein, de qualifier la nature alternative aussi de ces propositions et de voir comment est-ce elles entrent en concurrence ou en tous les cas sont en situation de questionner le régime sociotechnique dominant. Voilà. Sans forcément aborder le cadre des transition studies, mais en tous les cas pour poser cette problématique-là de l'existence de formes concurrentes de modèles de gestion, sachant que ce sont effectivement des modèles de gestion. Alors, bon, vous allez me dire, l'hypothèse est facile, mais on voit que ce qui structure quand même beaucoup les modèles de gestion aujourd'hui, c'est les conditions de renouvellement des peuplements, qui reste le nœud autour duquel, je dirais, s'arbitre cette idée de proposer des formes alternatives de gestion. Et je pense que c'est un petit peu en creux de l'ensemble de nos propositions. Hein. C'est bien l'idée qu'il existe un modèle dominant qui se déploie, en tous les cas, pas forcément dans son existence, mais en tous les cas dans sa dynamique de déploiement. Et l'idée qu'à côté de ce modèle dominant émergent d'autres formes, avec, il y a plein d'autres espaces, on le voit bien dans les propositions de ce VP, d'analyse de ces formes-là, des personnes qui les portent. Mais voilà, du coup, bon, je pourrais en parler longtemps. Mais bref. Voilà l'idée. Et donc, c'est pas uniquement, je dirais que le déterminant n'est pas tellement sur le plan technique, mais plutôt sur le plan organisationnel, les modèles alternatifs. Je vais prendre un exemple, hein, le groupement forestier du Morvan, qui dit, c'est l'exemple idéal typique, hein, mais on fait l'hypothèse qu'il en existe de plus en plus, en fait. Merci pour les compléments. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que vous regardez donc des modèles alternatifs de gestion en faisant l'hypothèse qu'à l'intérieur, il y a un déterminant ou une dimension forte qui est celle des pratiques de renouvellement. C'est là que je n'avais pas fortement, parce que la partie justement régénération, je pense qu'elle était dans les implicites. Oui, mais comme l'a introduit Bruno, je pense que bon, l'idée qu'effectivement, c'est aussi de comprendre comment s'inscrit la pratique de la régénération dans la recomposition des modèles sylvicoles.
et que l'hypothèse assez forte au début et que c'est un élément assez déterminant, hein. On peut prendre l'exemple des coupes rases, mais dans la mise en problématique, en tous les cas, je dirais, de l'opposition ou de la configuration des différents modèles sylvicoles, c'est une composante déterminante. Après, comme le disait aussi Bruno, c'est une hypothèse forte. Je pense qu'on assume tous, sans grande difficulté, à mon avis. Après, ça ne veut pas dire que c'est la seule variable qu'on va regarder et qu'on va aussi s'intéresser à la manière dont ça s'inscrit dans une approche plus continue. Parce que ce qui est problématisé aussi, c'est justement le fait qu'on se concentre sur cette phase-là sans penser aux conséquences à long terme, etc. Enfin, ça, c'est au cœur du VP. Je pense qu'il faut garder aussi cette continuité-là dans la mise en problématique. Mais par contre, assumer et travailler de manière conjointe cette hypothèse centrale qui est effectivement que les conditions de renouvellement est l'élément aujourd'hui assez crucial autour duquel ça... Et encore une fois, je trouve qu'il y a des propositions qui vont contribuer je veux dire, à alimenter concrètement cette hypothèse-là et à la renforcer, enfin en tous les cas, à la renseigner de manière explicite, quoi. Et on a Marion. Oui, je mets la caméra pour l'occasion. Bon, il y a juste mon nom écrit dessus, mais comme l'a rappelé Sandrine Alain, c'est une proposition avec beaucoup de collègues de l'UMR Silva, de l'UMR LISC et alors Sandrine, je suis désolée, je ne sais plus exactement où tu travailles, mais Sandrine, elle est chercheuse affiliée au Bêta. Et donc, en fait, c'est qu'on a une proposition, comme disait Sandrine, avec plusieurs modules. Et donc, il y a un module qui rentre très bien dans cette task 3.3. C'est celui où je suis le plus impliquée, mais par contre, on a aussi un premier module qui était plutôt lié à la cartographie d'acteurs et de la manière dont les acteurs interagissent entre eux. Et j'ai plutôt l'impression, de ce que j'ai entendu de la description de la task 3.2, que ça rentrerait là-dedans. Et après, derrière, il y a un module qui est plus sur une phase de test et d'évaluation et qui fait intervenir les démarches Living Lab. Et bon, on n'a pas encore parlé de la tâche 3.4, mais il y a quand même écrit Living Lab dans le titre, si j'ai bien pris mes notes en début de présentation. Et donc, on se demandait comment on allait se positionner, sachant qu'on a l'impression quand même qu'on déborde un peu de cette task 3.3 dans l'idée initiale qu'on a soumise. Et donc, voilà, je me demandais comment vous voyiez les choses. Et Marion, il faut rajouter aussi, c'est Jean-Baptiste Pichancourt, il faut rajouter que les 3 tâches qu'on a écrites, elles ont été interconnectées, ouais. Vraiment, elles sont pas séparables en fait. Particulièrement la première et la deuxième, on peut pas les séparer. Enfin, voilà, non, mais quand vous avez reçu notre proposition, comment vous avez pensé cette interconnectivité entre nos différents modules? Je réponds. Je vais donner quelques éléments, mais tu en auras certainement d'autres. Ça fait partie de ces expressions d'intérêt, justement, qui ont une dimension, tu l'as bien dit, qui va sur différents éléments. Alors, voilà, justement, on n'a pas voulu, typiquement celle-là, la cisailler, mais on l'a mis quelque part. Oui, on se doute que c'était un choix cornélien. Et après, sur les histoires des différents modules, en fait, vu que dans le module 1, la partie cartographie du système socio-écologique, vraiment qu'un petit morceau, mais l'idée, c'est vraiment d'aller, enfin moi, ce que j'ai compris, d'aller sur une représentation formalisée pour la modélisation. Voilà. Donc, et qu'on a quand même centré à un moment donné sur une modélisation et un outil, et donc d'avoir des phases amont et des phases aval qui vont jusqu'à une démarche d'utilisation et de transformation en outil d'aide à la décision.
voilà, je me suis dit bon, que ça pouvait aller assez bien aller ici, mais en effet, il y a sûrement matière à rediscuter. Et je laisse Bruno compléter. Alors, moi, je ferai une réponse qui est un peu générique parce que c'est pas seulement cette expression d'intérêt qui est donc pertinente pour plusieurs tâches, voire pour plusieurs work packages. Donc, on a cette complexité en fait dans l'organisation des expressions d'intérêt et en fait on n'a pas de recette miracle parce que c'est quelque chose, c'est un processus assez nouveau, il faut reconnaître. Pour moi, c'est la première fois que je monte un projet vraiment bottom-up, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre, de solliciter des personnes intéressées par la thématique et donc de recevoir des expressions d'intérêt et d'essayer de les mettre ensemble. Donc pour moi, c'est nouveau, j'ai pas de recette miracle. Par rapport à une expression d'intérêt qui couvre plusieurs tâches ou plusieurs VP, on peut avoir trois approches. Première, c'est de morceler. On découpe en petits morceaux, on les met un peu partout dans le projet, mais là, c'est compliqué en termes de gestion, en fait. Et puis, en fait, on découpe en morceaux quelque chose qui forme un tout cohérent. Donc, c'est pas évident. La deuxième option serait de tout mettre dans une tâche, sachant qu'il y aurait des morceaux qui ne seraient pas exactement reliés à cette tâche. Et on ferait jouer ce fameux WP0 peut-être pour aller à l'animation, je ne sais pas exactement. Et la troisième option, ça serait de garder qu'une partie de l'expression d'intérêt dans une tâche et se dire, le reste, vous avez peut-être des projets financés par ailleurs ou des activités par ailleurs qui vont permettre de faire tourner le reste. Vous voyez, donc il y a ces trois options et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Ça va être au cas par cas, ça va être en discutant avec vous également pour voir également les moyens que vous avez déjà de votre côté pour mener cette recherche. Est-ce que vous avez besoin d'un appui, par exemple, sur un aspect en particulier? Voilà, donc c'est une réponse qui n'en est pas une, mais voilà, c'est qu'on a trois options. Après, j'ai comprendre que on va discuter par mail de manière plus cas particulier, justement. Après, je pense que je vais pas trop m'avancer et mes collègues pourront m'interrompre si je dis des choses qui leur vont pas, mais nous, on préférerait la deuxième option où on serait ni saucissonné, ni certaines personnes seraient exclues parce que l'idée, c'était de travailler tous ensemble en parallèle de ce qu'on avait posé au PC2. Où justement ils nous ont pas saucissonné au PC2. Donc voilà, on voulait rester dans ce groupe de travail qu'on a constitué pour avoir la même force une force de travail qui marche bien ensemble. Et puis j'ai oublié de commencer mon intervention pour vous remercier de tout le travail que vous faites parce que j'imagine que c'est pas facile pour vous et que ça a dû vous demander encore plus de temps que à nous en termes de temps de travail et d'investissement. Voilà, donc je vais arrêter de monopoliser la parole. Je vois il y a 3 personnes qui ont levé la main derrière moi. Et puis Juste, on va avoir des discussions en fait individuelles avec les porteurs d'expression d'intérêt, parce qu'il y a une question aussi, c'est de le dimensionnement, le budget. Vous voyez, c'est aussi une question de ça en fait. Il y aura des moments où il faudra arriver à cette discussion et c'est là qu'on partira sur une option ou une autre en concertation avec vous. Voilà. Juste, Georges, tu voulais Bruno, rajouter quelque chose? ouais, juste un truc qui est important aussi, c'est juste qu'il faudra bien réfléchir à l'articulation entre les implications dans différents PC. Qu'est-ce qui est déjà financé en partie par un PC, qu'est-ce qui peut être mutualisé, sachant que vous avez déjà aussi des actions qui sont dans le PC2, Marion. Donc ça c'est aussi un point, mais bon, on peut pas en discuter maintenant, quoi. Mais dans la réflexion, c'est aussi un point important, quoi. oui, on le sait, mais t'inquiète pas. Comme il y a plus d'avancement sur les autres PC, on prendra bien compte de ce qu'on a eu comme discussion avec le PC2 dans les discussions par mail qu'on aura avec vous ultérieurement. Voilà. On passe à Manuel. Oui, c'était pour rebondir toujours sur ce dont il était question. Le fait que certaines tâches, certaines expressions d'intérêt peuvent être sur plus d'une tâche. Et est-ce qu'il serait possible, par exemple, d'avoir, je ne sais pas si c'était quelque chose que tu avais proposé, Bruno, d'avoir une tâche qui soit sur les deux. Pour moi, par exemple, toute cette cartographie d'acteurs, ces histoires de coproduction, de savoir, c'est à la fois donc, dans la tâche 3.2 et 3.3.
Les décideurs sont des acteurs, hein. Les acteurs locaux peuvent être aussi des décideurs. Ils peuvent co-construire de nouvelles pratiques. Donc, je vois pas. Enfin, c'est intéressant d'avoir ces trois thématiques, et c'est intéressant d'avoir les expressions d'intérêt qui soient à cheval sur plusieurs et qui puissent participer en fonction des activités à l'une ou à l'autre. C'est une question similaire. Enfin, je pense qu'on aura assez souvent cette question pour un certain nombre d'expressions d'intérêt. Donc, une fois encore, en fait, on pourrait avoir une expression d'intérêt comme la tienne qui est pertinente pour 2 tâches. On pourrait l'avoir dans une tâche parce que c'est plus facile pour gérer. Mais qu'après, en fait, ce que tu fais qui correspond à l'autre tâche, il y aura des espaces d'échange pour parler avec des gens qui font des choses sur l'autre tâche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les espaces d'échange à partir de ce WP0, il faut qu'on les construise. Et voilà, donc c'est ma position, mais c'est pas quelque chose qui a été décidé, hein. On est en train de réfléchir à tout ça en permanence. Ouais. Voilà, donc Amélie. Bah, c'est un peu la même chose pour moi. C'est effectivement parce que on n'est pas, enfin, dans la proposition qu'on a faite avec Yann Dumas et Aurélien Salé, il y a les décideurs forestiers, mais pas simplement. Et on n'est pas tant que ça dans les outils d'aide à la décision. On est plutôt, à mon sens, l'idée, c'est un projet qu'on a appliqué sur les peupleraies et les plantations de pas maritimes avec l'objectif de l'appliquer à d'autres choses, mais en voyant aussi et surtout, en fait, les effets sur la biodiversité et les autres Nature Contribution to People. Voilà, donc c'est la même remarque en fait que les autres, donc ce sera sûrement à échanger par la suite par rapport à ça. Mais, donc toi, par exemple, tu serais mieux dans la 3.1. oui, je pense que je me voyais plus dans la 3.1, même si effectivement il y a la co-construction avec les acteurs, mais qui n'est pas si centrale que ça. Ok, d'accord, bah, c'est bien de le savoir, oui. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Ouais, très bien, merci. Julien. Merci. Oui, bonjour. J'ai pas suivi les échanges précédents, mais je m'interrogeais sur la manière dont le renouvellement était abordé. J'ai vu que vous aviez bien fait la distinction entre régénération naturelle et plantation, et je voulais savoir s'il était prévu d'intégrer l'aspect enrichissement qui pourrait monter en puissance avec des questions d'économie de moyens, de limitation des perturbations. Bon, c'est une question qui dépasse ce work package, qui a aussi des implications sur le Work Package 1 et 2, mais voilà, je voulais m'assurer que le renouvellement était pris de manière assez large. Je pense qu'on va laisser la question à Georges pour le WP1, WP2. Oui, d'accord. Alors, on a déjà vu un petit peu cette discussion hier, il y a eu un peu des éléments là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu d'expressions d'intérêt qui ont été centrées spécifiquement sur l'enrichissement. Quelque part, c'est en partie couvert par des expressions d'intérêt qui se posent des questions de migration assistée, flux de gènes assistés. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu d'expression d'intérêt vraiment spécifique sur des cadres vraiment très particuliers, vraiment orientés sur cette question-là. Après, je pense que c'est à construire. En tout cas, clairement, oui, il me semble que ça fait partie des questions particulières, je pense, du VP2. Et c'est en partie couvert par tout ce qui est migration assistée, flux de gènes assistés. Peut-être que Vincent veut peut-être réagir sur ce point-là aussi. Ouais, juste un petit complément. Effectivement, je pense que la question de Julien, elle est tout à fait opportune. Il faut ça, enfin, il y a un moment, il va falloir poser une définition de ce qu'on veut renouveler, en fait. Parce que quand Julien parle d'enrichissement, je vois très bien de quoi il veut parler. Et c'est pas forcément que du flux de gènes assisté ou que de la migration assistée, l'enrichissement, c'est aussi renouveler la production en capital financier ou en capital bois par la voie de l'enrichissement. Et il faut juste savoir si on décide que c'est intégré dans le cadre général du renouvellement ou si ce qu'on met derrière renouvellement, en fait, c'est cette phase écologique de la vie du peuplement, quoi. Bon. Moi, je serais plutôt d'avis, effectivement, d'intégrer les travaux sur l'enrichissement dans ce PC1, mais bon, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on renouvelle, quoi. Ce que je vois dans les décisions de gestion face
à des propriétaires qui peuvent être face à des peuplements mités ou menacés par le changement climatique. Il y a l'option je plante, je compte sur la régénération naturelle, et puis ils peuvent aussi anticiper le renouvellement du peuplement dans certaines parties les plus menacées et limiter la perturbation du couvert existant de cette manière. Et réciproquement aussi retarder le renouvellement du capital en laissant s'installer une espèce de végétation un peu, comment dire, un peu spontanée dans lequel ils viennent faire de l'enrichissement a posteriori, quoi. Ça peut être d'autres stratégies qui peuvent être travaillées. Oui, ben non, mais moi, pour moi, là, il n'y a pas ben, la vraie limite, en fait, à mon avis, ça va être sur ce qu'on va pouvoir faire avec le budget, jusqu'où on va pouvoir aller. Bonne réponse, mais après, ben oui, alors j'ai cité FluGen et migration assistée. Il y a aussi tout ce qui est question du mélange. Il y a aussi une tâche qui est spécifique sur le mélange. Où là, c'est peut-être encore, peut-être ça couvre plus cette autre question, mais ouais, je pense que ça rentre plus dans cette catégorie-là du mélange, en fait. Du je mélange pense à la fois structural et d'espèces, quoi. Oui. Donc, oui, après, c'est un peu dur de dire à ce stade-là exactement qu'est-ce qui va être fait là-dessus. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de. C'est pas hors champ, quoi. Voilà. C'est pas hors champ du tout. Non, non, c'est pas hors champ. Après, comment ça va être fait, c'est encore un peu flou, quoi. Très bien, merci pour cette remarque sur l'enrichissement. Je vois qu'il y a la main de Catherine qui a été levée, et ensuite Lorraine. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire là, sur l'expression d'intérêt qui se retrouve saucissonnée ou pas entre différents work packages, voire différentes tâches. En fait, effectivement, on a tous, hein, moi la première, hein, soumis des expressions d'intérêt qui ont leur propre cohérence, qui sont bien construites et tout. Mais si on va chacun avec notre brique en disant qu'on veut garder sa cohérence, on aura du mal à faire des work packages ou des tâches cohérentes entre elles. Et donc, il faut qu'on accepte de les déconstruire un petit peu et de voir comment on peut les ajuster pour pouvoir construire quelque chose de cohérent au niveau des tâches et de l'ensemble. Et donc, ça veut dire peut-être laisser tomber des bouts ou en construire d'autres avec les collègues pour qu'on ait quelque chose où on ait à gagner de notre collaboration. Parce que si on a chacun notre brique en disant ma brique elle est belle et je ne veux pas y toucher, bon, on n'a plus forcément beaucoup d'intérêt à bosser ensemble. Voilà, je voulais juste insister sur ce point. Donc, ça va nous obliger chacun à lâcher des bouts peut-être auxquels on tient, à lâcher un peu de cohérence, mais peut-être à gagner en échangeant avec les autres. Super, merci pour ce commentaire, Catherine, j'adhère complètement. Alors, Lorraine, maintenant. Oui, bonjour. C'est bien, c'est une suite très logique à ce que vient de dire Catherine, mais saucissonner, ouais, mais pas forcément en lâchant des briques, justement, parce que en fait, les tâches telles qu'elles sont présentées, mis à part qu'à mon avis, il faut changer l'ordre, il faut mettre les gestionnaires, les décisions des gestionnaires en premier, parce que c'est une échelle plus petite, c'est quand même centré sur la gestion des plantations et de leur régénération, alors qu'en fait, ce qui est actuellement en 3.1, 3.2, 3.4, ça constitue une succession chronologique, logique d'activités pour quasiment toutes les expressions d'intérêt, je pense, qui ont été incluses dans ce Work Package 3. Donc peut-être que le fait d'essayer d'intégrer les expressions d'intérêt dans ces tâches, c'est pas forcément le plus adéquat pour ce work package. Peut-être que plutôt que de dire, il y a... Parce que moi, le I25, par exemple, elle a été mise dans le 3.1, mais pour moi, elle va commencer nécessairement par ce qui est du diagnostic des acteurs, donc le 3.2. Elle va inclure des gestionnaires de plantation, donc le 3.3, et elle va évidemment finir sur du 3.4 avec de la co-construction. Donc, la mettre dans le 3.1, bah ok, mais tout le reste de ce qu'on va produire, du coup, on l'affiche comment? Si on dit l'expression d'intérêt, elle doit être dans cette tâche-là et elle doit pas faire le reste, bah non, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai aucun intérêt à faire juste un diagnostic des 10 services, ça m'intéresse pas. Si c'est pas pour aller jusqu'à de la co-construction avec les acteurs, non, quoi. Donc peut-être que en fait, dans la construction du EP3, c'est si vous voulez que les expressions d'intérêt aillent dans des tâches, peut-être qu'il faut revoir les tâches de manière à ce qu'elles correspondent à des thèmes qui sont traduits ciblés par les expressions d'intérêt et pas dans des actions qui correspondent à des activités chronologiques de l'étude d'un même thème. Ou sinon, on assume que les expressions d'intérêt, elles ne sont pas attachées à une tâche, mais elles sont transversales aux différentes tâches du VP. Les deux structures, je pense, peuvent faire sens.
Mais bon, bah, dans un cas, vous gardez la structure que vous avez déjà travaillée et dans l'autre, bah, pour revoir la structure complète. Voilà. Juste une réflexion. Oui, oui, une réflexion qui résume bien le casse-tête auquel on fait face. Arnaud. Non, je crois que il faut essayer de tenir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est de faire comme disait Catherine, c'est d'organiser des collectifs de recherche cohérents, c'est-à-dire qui ont la même épistémologie un petit peu, c'est-à-dire qui vont être dans les mêmes hypothèses de travail et les mêmes hypothèses sur les variables qui explicatives, on va dire, pour analyser les choses. Et je pense que c'est vraiment autour de cette idée de faire des collectifs. Après, on a bien vu que globalement, hein, tout le monde parle traite du même objet. Je pense qu'il n'y a pas vraiment je dirais, et c'est normal, et c'est bien. C'est ça qui fait la cohérence de l'ensemble des propositions, c'est que c'est le même objet. Et ça, d'ailleurs, enfin, bravo pour cet effort-là déjà, parce que je pense que tout le monde l'a fait, cet effort-là. Alors, des fois, quand on l'a pas assez bien fait, comme me disait Sandrine tout à l'heure, m'a rappelé à l'ordre, bah, voilà, vous incitez à, et c'est très bien, c'est l'enjeu. Donc ça, c'est la première des choses, c'est on fait le même objet, mais après, je pense on n'a pas les mêmes approches scientifiques. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que le travail qui a été fait pour les regrouper, ça a été de mettre ensemble, je dirais, des approches scientifiques convergentes, en tous les cas compatibles. Alors, je ne dis pas que les autres ne sont pas compatibles, mais en tous les cas, avec lesquels il peut y avoir une émulation. Et c'est faire communauté scientifique d'abord. Et effectivement, dans un deuxième temps, ça va probablement nécessiter ensuite de recaler je dirais, alors peut-être les intitulés, comme vous le dites, hein, peut-être que les intitulés sont peut-être pas les bons, mais je pense que c'était le premier travail de lecture qui a été fait. Mais c'est plutôt au-delà des intitulés, c'est peut-être de regarder les gens qui sont dans la même tâche et voir de la même. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une brique, l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à une somme de projets. C'est pas une somme de projets, même si ça donne cette impression dans un premier temps, c'est des propositions scientifiques. Donc, avant toute chose, faire une EI, c'est dire mon profil scientifique, les questions que je traite, je les mets à la contribution de. Voilà, c'est pas qu'est-ce que le PC peut faire pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le PC. C'est un de nos collègues qui disait ça, et je pense que c'est juste. C'est dans cette perspective-là qu'il faut qu'on soit si on veut essayer de faire les choses un petit peu différemment, effectivement, de ce qu'on fait d'habitude. Alors, c'est pas simple, ça demande beaucoup de construction, comme vous l'avez dit, hein, de travail, d'ajustement. Mais je pense qu'il faut vraiment se poser plutôt la question, plutôt que de regarder ce qu'il y a c'est de regarder la communauté qui est dans votre tâche et de se dire, est-ce que c'est cette communauté-là, finalement, avec laquelle je peux avoir des échanges et construire un truc qui a du sens. Parce qu'on ne va pas pouvoir, si on raisonne en termes de déclinaison, de moyens, faites la somme, hein, à la fin, chacun repart avec 50 000 euros. Hein. Donc, c'est juste à ça que ça aboutit. Donc, en fait, l'unité minimum à laquelle il va falloir raisonner, c'est à l'échelle d'une tâche, qu'est-ce qu'on fait de cohérent tous ensemble? C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Hein. Parce que je vous dis, hein, faites le calcul de ventilation des moyens. Si on fait la somme de tout ça, on ne peut pas faire, comme vous dites, un projet de recherche cohérent, c'est-à-dire avec où vous maîtrisez tout de A à Z, etc., autonome, à l'échelle d'une EI. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, l'échelle à laquelle le travail doit être cohérent va être à l'échelle d'une tâche. Ce qui veut dire que c'est ce travail-là de mise en cohérence qu'il faut qu'on le fasse autour des propositions que l'on a faites qui alimente un cadre général. Mais voilà, j'ai le sentiment. Donc, je pense que peut-être la question, c'est vraiment de se poser, est-ce que la communauté scientifique qu'il y a dans ma tâche, autour de quoi on se retrouve, et si vraiment, effectivement, je ne m'y retrouve pas, effectivement, peut-être que là, il faut en faire part aux porteurs et dire, peut-être que moi, je me sens plus travailler avec les collègues d'une autre tâche. Ok, très bien. Merci Arnaud pour ce complément important. Jens. Yes, hello. I have just said that I feel very well in this clash. Je pense. Ah, tu as coupé ton micro. On t'entend plus. Ah, voilà.
Okay, you know that my methodology will probably be rather different from the other three propositions. I think that the thematic will have good complementarity, so I feel it's very well in here. So it's Okay, just a thank you for positive. okay, thank you for the feedback. Georges? Oui, non, je voulais juste réinsister sur ce qu'a dit Arnaud. Je pense que vraiment c'est important de bien prendre ça en compte. Les expressions d'intérêt, c'est pas juste, c'est pas des projets classiques qu'on va financer clé en main. C'est pas ça. Il va falloir construire ensemble. Donc, il faut bien garder ça en tête, quoi. C'est le début d'un processus de construction. C'est pas la démarche classique où on soumet un projet, et il est financé. C'est pas ça. Donc, par contre, après, peut-être qu'il va falloir changer. Nous, je pense que, je parle pour l'ensemble du PC, on est ouvert à restructurer les choses. Hein. On n'est pas bloqué sur une vision structurée. Ce qui est important pour nous, c'est plutôt le côté co-construction, quoi. Voilà, c'était tout. Ok, on prend un dernier commentaire, après on passe à la tâche 3.4. Terminé, il y aura encore un espace de discussion à la fin. Donc Lorraine. Ouais, j'ai juste peur que ça ait été mal compris. Justement, c'est parce qu'on amène des projets déjà construits, réfléchis en interdisciplinarité que la question de la structure scientifique se pose. Justement parce qu'on n'est pas à la recherche de moyens, mais de comment on intègre les choses. Et moi, sur les expressions d'intérêt qui vont jusqu'à de la co-construction entre différents acteurs de recherche de solutions de gestion, je pense qu'on a tous des démarches qui sont assez similaires par nécessité de diagnostic qui commence par une analyse des acteurs et de leurs relations, une analyse des décisions techniques qui sont prises, de comment ça marche, la régénération, et ensuite de la construction de conséquences. Donc du coup, je pense que c'est plus ça, c'est ce qui rapproche un certain nombre des expressions d'intérêt, à mon avis, c'est plus la démarche que la question de recherche spécifique de l'expression d'intérêt. Que moi, que je travaille sur les services et les services ou que je travaille sur la gouvernance, je vais avoir une démarche qui va inclure ces étapes-là qui apparaissent dans 3 des tâches du VP3, en fait, de diagnostic technique, de diagnostic de cartographie des acteurs et de co-construction de solutions collectives. Donc, j'ai l'impression que justement parce que c'est des façons de travailler similaires qui vont vers de la transdisciplinarité et de l'inclusion des acteurs, on peut trouver une manière de nous assembler qui soit pas d'essayer de nous coller dans une seule tâche. Enfin, moi, honnêtement, dans ce cas, je ne sais pas où mettre mon expression d'intérêt. Comme on a vraiment un sujet de discussion qui est important, on continue encore avec 2 interventions. Il y a Arthur et après JB. Ouais. Vous m'entendez toujours? Le micro marche toujours? Ouais, Ok. c'est bon. Juste pour continuer là-dessus, oui, réinsister, c'est bien de le refaire. Les expressions d'intérêt, c'est pas des appels à projets. Mais tu vois, moi, je suis assez. Enfin, Lorraine, on a le même genre d'approche et de manière de faire. Et du coup, c'est sûr que quand on travaille avec les gens, pour aller jusqu'à de la co-construction ou de l'accompagnement de réflexion sur ce que pourrait être le futur, etc., ce qui est la tâche d'après. Bien sûr qu'on commence par cartographier les acteurs pour voir qui est là, etc. Mais je pense il faudra accepter, et c'est ce qui va être intéressant à faire maintenant, de découper les expressions d'intérêt, mais non pas pour les dissocier. Il y a aussi du découpage d'affichage pour que le document projet soit cohérent. Et je pense qu'il y aura de dire, bah tiens, il y a une partie de ton expression d'intérêt, ou d'une que moi je fais, qui est sur la cartographie d'acteurs. Et on la fait peut-être pas de la même manière. Et que cette partie-là de ce qu'on propose soit dans une tâche, bah, c'est aussi l'occasion de dire, tiens, on parlait beaucoup de choses comparatives, etc., de dire, cette étape ou ces premières étapes, on les met dans une tâche qui sont ensemble, et c'est en plus l'occasion de confronter nos méthodes, nos résultats, etc. Puis quand on passe à l'étape d'après, en termes de gestion de projet, ça passe sur une autre ligne, machin, mais on s'en fout. Je veux dire, il n'y a pas de découpage logique. Moi, je pense qu'on peut voir aussi des moments de synergie entre des expressions d'intérêt
en la découpant. Et ça ne veut pas dire qu'on déstructure le truc et qu'on dit un jour, tu es la tâche 1, l'autre jour, tu es la tâche 2. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des éléments dans ces expressions d'intérêt très structurées et qui sont pensés comme des projets. Il y a peut-être des morceaux, on va dire, bah ouais, du coup, tout ça, on arrive à le rentrer en cohérence. Et là, il y a cette petite partie-là. On ne sait pas où la mettre. Est-ce qu'on peut faire sans? Est-ce que vous pouvez le faire par ailleurs? Ce que disait Bruno aussi. Mais le but, ce sera de limiter ça. Mais il y a un moment où il faut aussi que le projet, le document projet, parce que ça passe par l'ANR, après, tout ça, il faut que ce soit cohérent quand même. Et le risque des choses, vous l'avez dit un truc, dans ces questions d'arbitrage sur comment est-ce que les tâches sont découpées, et même avant, comment les work packages sont découpés, il y a aussi un truc, c'est que là, on fait une construction bottom-up, comme disait Bruno, avec un collectif de gens. Alors, je comprends bien qu'il y en a plein parmi vous, là, les gens présents, vous connaissez déjà. Moi, par exemple, je connais la plupart d'entre vous, à part mes collègues cyradiens. La plupart, on ne se connaît pas. Et imaginer faire des choses très transversales ou sans tous se connaître, c'est difficile. Et c'est un peu pour ça qu'on a fait une structuration un peu très opérationnelle avec l'écologie, les gestionnaires et les territoires. Et avec ce Work Package 0, où là, on peut se retrouver. Parce que travailler... Enfin, sinon, c'était un peu compliqué, quoi. En plus, on est loin les uns des autres, géographiquement, en plus. Donc, voilà, il y avait cette préoccupation-là aussi, quand même. Ok, merci Arthur. Ouais, important de rappeler aussi qu'à la fin, il faut un document cohérent et c'est ça le gros challenge. Donc, Jean-Baptiste maintenant. Merci Bruno. Oui, c'est la poursuite de ça, où je pense que les autres du groupe, Marion et Frédéric et les autres, sont d'accord avec ce qui est dit, hein. Il y a plein de choses, il faut juste mettre des quelques nuances. Par exemple, là, on nous a mis dans la tâche 3.3, ce qu'on comprend très bien parce que l'objectif est d'avoir le nœud de notre approche, par exemple, c'est un outil décisionnel, mais on a première chose qui est plus dans l'analyse l'analyse des relations sociales et de gouvernance qui est plus liée au 3.2. Et en fait, quand on entend ce qui a été dit là, si on doit pas forcément saucissonner, mais se mettre en collaboration avec d'autres, il me semble, par exemple, pour nous, plus simple de collaborer avec des gens différents du WP2, enfin, de la tâche 3.2, pour essayer d'analyser ensemble les jeux d'acteurs et puis pour voir s'il y a des méthodes complémentaires qui pourraient aboutir à un outil décisionnel commun et savoir si notre approche vaut le coup. Ça semble peut-être plus facile que de se forcer à combiner des approches d'outils décisionnels. Je vais employer un mot fort, mais il ne faut pas se forcer à faire de la gloubi-boulga, quoi. Il y a des... Ça me paraît plus difficile, par exemple. Une possibilité, ça pourrait être, par exemple, nous, on a un cadre qui est assez formalisé depuis Ostrom, et peut-être qu'on peut l'intégrer avec des sous-briques ou au-dessus et l'englober dedans, mais c'est vrai que ça semble... vu comme ça, moi je pense que tout le monde est OK pour faire partie de discussions pour essayer de trouver des accords, mais il y a peut-être des accords transversaux entre WP qui seront, entre tâches qui seront plus faciles à faire, peut-être. Voilà. Ok, très bien. Merci Jean-Baptiste. Donc, à partir de là, je pense qu'on va essayer de passer à la tâche 3-4 pour s'approcher de la fin du webinaire. On avait prévu 2 heures, là il nous reste 20 minutes. Donc, je passe d'abord, Sandrine, est-ce que tu voulais faire quelques mots de conclusion sur les tâches 3.2 et 3.3? Non, je pense qu'on peut passer tout de suite à la 3-4, puisque après on voit déjà qu'on est dans des discussions qui sont plutôt d'ensemble. Donc, je pense que c'est bien qu'on finisse de dérouler. Ok, très bien, merci. Donc, à toi, Arthur. Ok, bon, de toute façon, moi, ça va aller vite. Du coup, la tâche 3.4, donc, qui pour l'instant s'appelle coproduire les solutions avec les acteurs. Donc, on repasse à l'échelle plutôt territoire et avec des EI 2, 3, même peut-être 4 finalement
qui serait autour de proposer de l'accompagnement de processus de coproduction, de régénération avec les acteurs d'un territoire, donc avec des objectifs. D'ailleurs, la première phrase montre un peu ce qu'on discutait tout à l'heure avec Lorraine, de dire, à nouveau, là, il y a analyser la diversité des restaurations vues comme des coproductions entre acteurs, et donc regarder la diversité d'acteurs, etc. Et puis, donc, envisager avec les acteurs différents futurs potentiels en prenant en compte les incertitudes. Donc, dans le I40, il y en a deux, mais en fait, toi, Chloé, tout à l'heure, tu disais, il y a peut-être... Est-ce que c'est dans cette EI-là, dans le petit bout où tu es dans la 40 ou dans l'autre, je ne sais plus, où il y a aussi une idée d'accompagnement avec une perspective justice procédurale ou justice peut-être au sens plus large. Il y a le morceau de la 40 aussi porté par Lorraine, donc plus sur terrain mexicain, pour regarder autour de ce que j'en ai compris, à la fois de la restauration collective et individuelle, et réfléchir à comment plus intéresser les acteurs à s'impliquer à ces processus et comment penser une gouvernance qui sécurise leurs droits et leur implication. Et puis une partie que moi j'avais proposée, pareil, autour de l'idée de processus oui, pareil, d'accompagnement, comment on appelle ça? Gouvernance un peu restaurative, donc régénérer à la fois l'environnement et des variables sociales, qui seraient, je pense, au Brésil, mais je peux me mettre au service. Là, vraiment, moi, j'ai fait une expression d'intérêt qui était plus un savoir-faire plus qu'un terrain, parce que je suis en pleine transition de terrain, donc je peux aussi mettre ça au service d'un autre terrain, venir me joindre à toi, par exemple, c'est l'occasion d'aller voir le Mexique. Et amener ça et faire ça ensemble, peut-être d'ailleurs que ça simplifierait. Moi, la mienne, pour ça, elle était assez... j'ai vraiment dit, voilà ce que j'aimerais bien faire et ce que je sais faire, sans avoir de terrain défini. Et puis, une autre, donc le I43, porté par Sandrine, qui propose d'explorer voilà, l'articulation des valeurs et articuler les futurs avec les acteurs, donc toujours de l'accompagnement, de réflexion au collectif. Donc voilà, donc on est dans des choses plutôt, j'allais dire opérationnelles, je ne sais pas si c'est plus opérationnel, mais voilà, de l'accompagnement, transdisciplinarité, etc. Donc voilà, qui en effet, dans les processus de régénération, on se met dans cette phase-là. Voilà, c'est assez... elle était assez facile, celle-là, je crois. Mais finalement, peut-être pas en bas. Merci Arthur. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Elle est facile, mais en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'autres expressions d'intérêt qu'on a vues avant qui peuvent aussi se retrouver là. Ouais. Alors, commentaires. Non. Donc, bon, on a eu un bon moment de discussion juste avant de présenter cette tâche. Peut-être qu'on a fait un peu le tour des questions qui se posaient ou des commentaires qui étaient apportés. Donc, dans ce cas-là, on va... Ah, Arnaud. In extremis. Non, juste pour dire que moi, je trouve que cette tâche-là et celle d'avant me font écho pour moi à deux choses, en fait, qu'on le retrouve, qui sont structurées notamment dans le PC4. La tâche d'avant, j'entendais Ostrom, il y a l'idée effectivement de cadre un peu intégré, conceptuel, on appellerait ça dans notre jargon du PEPR, des approches socio-écosystémiques pour le coup. Et ça fait écho à une des tâches du PC4, hein, qui est de travailler justement un peu à structurer ces réflexions-là. Et pour moi, c'est une composante, je dirais, très appliquée et très concrète qui fait bien écho et qui, mon avis à moi, est que ça rentre bien dans l'idée et que le cœur du sujet est bien l'idée de travailler sur un processus décisionnel. Et que finalement, effectivement, pour faire tourner ce processus décisionnel, il faut des variables d'entrée, hein. Il y a une composante multifactorielle, multivariable, avec des dimensions de gouvernance, de représentation des acteurs, etc., mais qui, pour moi, n'est pas le cœur de l'objet de recherche et son originalité en tous les cas. Et cette tâche-là que tu viens de présenter, Arthur, elle fait écho, pour moi, vraiment à la question
des futurs, enfin, je vais appeler ça du prospective, mais dans lequel, si vous regardez bien, enfin, cette tâche dans le hub, c'est bien l'idée des conditions dans lesquelles on crée, on intègre à la fois l'incertitude et le futur dans la manière dont on envisage l'action et les réflexions générales. Et donc, ça fait bien écho, je trouve, à cette activité-là du hub. Voilà. C'était juste pour faire le lien, notamment avec les actions du hub, où je pense qu'il y a une vraie continuité à faire, hein, puisque le hub est très sciences sociales. Donc, on aura tout à gagner à mutualiser, à travailler sur ces échanges-là, y compris pour construire nos bases un peu théoriques et analytiques, quoi. Voilà ce que je voulais. Très bien, merci. Alors, il y a Sandrine et ensuite Chloé. C'était dans l'idée d'abonder. Je pense que cette tâche 3.4, donc il y a à la fois des dimensions la gouvernance anticipatrice, de délibération collective, de co-construction, etc. Enfin, il y a un peu tout ça. C'est quand même intimement lié à ce qui peut être porté dans les Living Labs. Et donc, à partir du moment où tous les terrains ne sont pas complètement identifiés, je pense que là, ça sera vraiment malin, en particulier pour cette tâche-là, de se rapprocher de ce qui fait de ce qui se fait dans le hub, quoi. Ok, très bien, merci Sandrine. Chloé? Oui, c'était juste pour dire qu'effectivement, tout à l'heure, j'évoquais de la co-conception dans la tâche, dans le EI26. Et effectivement, il y a une partie de co-conception dans cette EI26. Et après, comme on a dit déjà qu'on allait rediscuter de cette EI26 qui est à plusieurs endroits, il sera toujours temps de voir comment on fait pour cette dimension co-conception. Est-ce que on soutient de la faire, enfin, on défend l'idée qu'elle rentre dans la 3-4 ou pas, ou voilà, ça à partager avec vous dans un deuxième temps. Eh bien, merci Chloé. Donc, c'est une bonne transition vers la slide suivante, qui est la dernière diapo de cette présentation. Donc, Georges, c'est la dernière, merci. Donc voilà, ce qui nous reste à faire maintenant, après ce webinaire, après cette discussion. Donc la phase, maintenant, c'est une phase d'interaction avec vous, les porteurs d'expression d'intérêt. Au niveau de chaque tâche, on va donc se mettre en contact avec vous et on va lancer la réflexion. Donc, ça va peut-être amener aussi à déplacer des expressions d'intérêt, etc. Donc, une discussion actuellement, donc ça sera réalisé par les co-animateurs des tâches et puis par Georges et moi. Pendant cette discussion, on va préciser les expressions d'intérêt, réfléchir aux connexions entre expressions d'intérêt dans une tâche et aussi analyser la faisabilité, en particulier en termes de budget, puisque jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de budget. On a essayé de regarder seulement les aspects thématiques ou scientifiques. Mais maintenant, la discussion sur le budget, ça va être un peu la discussion difficile de voir ce qui est vraiment possible de faire. Donc, on va discuter avec vous aussi en termes de vos besoins, ce que vous avez déjà comme financement, etc. On va aussi voir, en fait, il y aura peut-être des expressions d'intérêt qui vont pas réussir à s'intégrer ou qui vont être difficilement connectées au projet et aux tâches. Donc, dans ce cas-là, en fait, on va aussi avoir une discussion, Georges et moi, avec vous. Et puis, donc, l'objectif, c'est d'arriver à consolider ce projet en janvier. Donc, on a 2 mois à peu près pour faire ce travail. Voilà, donc on sera en contact avec vous très prochainement. Est-ce que vous avez des derniers commentaires sur ce point? Ou Georges, est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Non, pas de... oui, on peut peut-être juste rajouter comme point technique qu'il y aura le replay du webinaire qui sera mis en ligne. Donc, s'il y a des collègues qui n'ont pas pu participer et qui veulent suivre, vous pouvez leur indiquer ça. Très bien, alors d'autres, un petit commentaire, des petits commentaires pour terminer ou on reste là? Ok, donc je vois qu'il n'y a pas de main levée. Écoutez, on va terminer en vous remerciant beaucoup pour votre participation, vos apports. Vous voyez qu'en fait, c'est une approche qui est un peu nouvelle. Enfin, je pense que pour tous, c'est nouveau d'avoir cette approche un peu bottom-up de construction de projet.
c'est chouette parce que ça crée du lien, des synergies, etc. potentiellement. C'est pas facile non plus, vous l'avez vu. Donc, on va continuer à en discuter. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au Ciao, revoir. merci à tous. Ciao.